Leur dire qu'ils ont tort. Je l'ai toujours fait. Voilà. C'est sûr que c'était pas tout le temps bien vu. Oui. Puis il y a pas tous les membres de la famille qui sont hyper d'accord. Surtout quand c'est ton enfant que t'as porté 9 mois dans ton ventre qui te Mais dit voilà. non, tu as tort. Je comprends que je fais partie des stéréotypés, des opprimés de cette conversation. Parce que pour ma part... Les hommes, c'est des invités en fait dans les familles dans lesquelles ils se marient. Je vais me sentir ouverte à parler à mon père, mais pas toujours des mêmes trucs et de la même manière. Je suis comorienne et peut-être de manière différente et c'est légitime. Bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier épisode de la nouvelle saison de Saya Feels. Saya Feels, c'est le podcast de l'équipe de Sayaspora dans lequel est-ce que certaines des membres de l'équipe, passées ou actuelles, viennent vous parler de sujets qui vous interpellent, avec évidemment une touche d'humour, de sincérité et d'honnêteté, comme on sait si bien le faire. La conversation d'aujourd'hui va porter sur la relation qu'on a avec nos parents. Je me présente, je m'appelle Jamila Touré, je suis la fondatrice de Sayaspora et aujourd'hui avec moi, j'ai Naïla, ancienne bénévole de Sayaspora. Bonjour Naïla. Coucou, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, je suis contente d'être là. Merci d'être là. Et nous avons également Nasma, lead du développement numérique de Sayaspora. Salut. Comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va, très bien. Mesdames. On est bien d'accord que chez nous, de manière générale, chez nous étant en Afrique, la relation qu'on a avec nos parents est une relation qui est relativement sacrée et importante. Super. Puis je pense qu'il on a un poids familial qui est vraiment différent que la plupart des membres qui constituent la société canadienne, côte. Ouais. Puis il y a une chose, je pense qu'on a un peu plus de mal à faire avec nos parents, du moins dans la dynamique qu'on a avec eux, c'est de leur dire qu'ils ont tort. C'est de les contredire. Ouais. En fait. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà osé dire non à vos parents? Est-ce que vous avez déjà osé les contredire, leur dire en fait qu'ils avaient tort? Puis, je pense à Nasma en disant ça, même si tu le fais en ce moment. J'aimerais que tu me dises quand est-ce que tu as commencé à le faire, parce que je suppose que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, on va rajouter cette petite nuance aussi. Je vous écoute. Ouais. Je l'ai toujours fait. Voilà. Voilà. Depuis toute petite, elle disait non. Ouais. Oui, non, c'est... Enfin, je pense que que ce soit dans ma famille nucléaire élargie, ouais. J'ai même l'impression dans la culture comorienne ou la communauté comorienne, certes, tout le monde n'a pas la même facilité à dire non ou je ne suis pas d'accord ou autre, mais on a quand même un rapport familial entre les enfants et les parents qui est plus ouvert que ce qu'on peut penser, venant de culture africaine. Après, d'où ça vient, j'en aurais aucune idée. Ouais. Mais je me souviens pas d'une fois où, certes, c'est mes parents, donc ils ont une certaine autorité, donc si je dois faire quelque chose, je dois le faire. Mais ils m'ont toujours laissé énormément de liberté pour dire ce que je pense, pour ne pas être d'accord. Et même si je suis pas d'accord, après c'est tant pis pour moi, je vais quand même le faire. Mais ça n'empêche que je suis pas d'accord et que je trouve qu'ils ont tort et ils vont le savoir. Et je le vois, que ce soit mes cousins ou autres, c'est pareil, même avec nos grands-parents où ils vont pas du tout être contents et ils vont me crier dessus après. Mais je peux dire à mon grand-père, je suis pas d'accord avec toi et je trouve que là t'as eu tort. Il va me crier dessus et il va me rappeler ma place, oui, mais je l'aurais dit quand même. Mais ça va rien changer. On peut quand même le dire. Ouais. Donc et je vois bien même que pour moi, encore une fois, dans ma famille en particulier, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont essayé de développer. Mon père, il a toujours fait en sorte que je puisse dire non, je ne suis pas d'accord. Puis après, dire ce que je pense, m'intégrer dans des conversations où, par exemple, on a des espaces où oui, il y a que des hommes, et si parce qu'il y a que des hommes, j'ai pas le droit de parler de politique. Plutôt que de me dire Nasma, rentre dans ta chambre ou va à la cuisine, il va me laisser parler, il va me laisser de la place pour continuer de parler et autres. Et voilà, donc ouais, à ce niveau-là, peut-être que je détonne un peu. Mais c'est trop. Sérieusement, moi j'allais dire même moi aussi. En fait, je me dis t'as plein de choses que tu dis parce que c'est vrai que des fois on tombe dans les stéréotypes et dans les préjugés. On se dit mais tu sais on voit des comédiens des fois tous les parents africains ou genre moi mon père il me traitait comme ça. Mais des fois comme moi, en grandissant, un peu comme toi, j'avais des conversations avec mes parents, j'avais des débats. Je veux dire, on discutait, puis ouvertement. Puis moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 4. Donc, j'ai des plus jeunes frères et sœurs, et j'ai l'impression que comme, pas pour me vanter, mais j'ai comme lead the way un peu de cette manière-là. Comme, on parlait, puis après, mes frères et sœurs, en grandissant, eux aussi,
Donc, on challengeait nos parents, on leur posait plein de questions, puis on leur disait plein de trucs. Puis, je pense que, moi, par exemple, je suis née, j'ai grandi à Montréal, alors que mes parents, ils sont d'origine algérienne. Puis, on y allait en Algérie l'été, puis, tu sais, j'ai côtoyé mes cousins, mes cousines, mes oncles et mes tantes. Puis, c'est pas la relation que tout le monde a avec leurs parents. Mais je pense que mes parents, en venant ici, ils ont réalisé que il y a beaucoup d'accent qui est mis sur la parole des enfants. De comme les laisser s'exprimer, les cours à l'école, même on parlait des trucs banals comme la présentation orale, le fait de laisser les enfants s'exprimer. Puis moi, mes parents, ils aimaient bien ça. Ils voyaient ça. Puis comme t'as dit, comme dans des conversations, s'incruster dans des conversations, par exemple en étant jeune, puis on disait par exemple, oh mais non, c'est les adultes qui parlent maintenant. Non mais moi j'étais là, puis j'étais jeune, puis je parlais, puis je m'en foutais un peu quand j'étais dans notre place. Tu sais, c'est sûr que c'était pas tout le temps bien vu. Oui. Puis il y a pas tous les membres de la famille qui sont hyper d'accord. Mais je pense que j'ai pas été hyper réprimandée pour ça parce qu'on savait que c'était comme un trait de personnalité chez moi, que j'aimais quand même m'exprimer, puis que j'avais la place pour le faire. Donc c'est sûr que tu sais, ils vont pas être super contents quand t'es pas d'accord. Puis c'est vrai que c'est un touch, genre c'est touchy pour n'importe qui, comme de la confrontation, de pas être d'accord, puis dire à quelqu'un t'as tort. Surtout quand c'est ton enfant que t'as porté 9 mois dans ton ventre qui te Mais dit voilà, non, tu as tort. c'est ça que j'allais dire, genre la relation d'autorité qui se crée, puis surtout comme dans certaines de nos cultures, par exemple, l'importance qu'on accorde à cette autorité, à la relation qu'on a avec nos parents, avec nos grands-parents, avec nos professeurs, puis le respect qu'on leur doit. Mais je pense que c'est aussi dans la manière de le faire. On a toujours vu ça comme c'est un manque de respect, mais ça peut aussi être une marque de respect de s'exprimer puis de prendre sa place, puis de les suivre dans là-dedans. Donc je comprends que je fais partie des stéréotypés, des opprimés de cette conversation, parce que pour ma part, je n'avais pas le droit à la parole. Quand j'étais jeune. Ah non mais impossible. Tu ne parles pas quand les adultes parlent. Cette conversation ne te concerne pas. Rentre dans ta chambre. Non. Donc je construisais en fait mon monde en dichotomie finalement avec des conversations d'adultes. Et c'est en grandissant que j'ai commencé à prendre plus ma place davantage dans les conversations d'adultes avec les membres de ma famille et consorts, parce qu'ils me considéraient maintenant davantage comme étant une personne adulte. Puis même au début, là, c'était au début de ma vingtaine, ça me prenait un certain temps d'adaptation. Je pouvais pas dire tout de suite que non, j'étais pas d'accord. Je devais vraiment entourer mes phrases, mettre des angles pour m'assurer de justement, tu sais, m'insérer de la bonne manière pour éviter qu'on me referme cette porte qui m'a été ouverte, tu vois. Finalement. Après, et je pense que ça dépend de l'âge aussi, right? Ouais, je pense que ça dépend de l'âge et aussi de la place justement dans la fratrie, parce que pareil, moi je suis la fille aînée, donc ça veut dire qu'il y a, et je vois que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, justement la place de la fille aînée dans les familles d'immigrés. Et le truc, c'est qu'on est aussi, contrairement aux autres, on n'a pas aussi beaucoup la chance d'être des enfants. Donc, en fait, on doit grandir plus vite. Et si je grandis plus vite, dans ce cas-là, je vais dire ce que je pense. Et est-ce que vous pensez que votre aisance de communication est la même avec votre père et votre mère? Moi, oui. Ouais. Enfin, ma mère, c'est quasiment ma meilleure amie. Après, ça a demandé du travail, hein, c'est pas venu comme ça. Nous écoute. Mais enfin, ça a vraiment demandé du travail des deux côtés, pour qu'on en arrive à là. Mais mon père aussi, sauf que mon père c'est mon pote. Enfin, des fois, je rigole, je dis mon père c'est mon petit, parce que c'est limite. Et j'espère qu'il verra pas ça. Mais limite, c'est mon petit. Mais c'est trop le respect, le droit d'aînesse est sorti par la porte, en fait. Non, mais après, je pense que c'est aussi, il y a une spécificité aussi qui est comorienne, c'est que on est matrilinéaire et matrilocale. Donc ça veut dire que la filiation, elle se fait par la famille de la femme. Maintenant, de moins en moins, mais ça se faisait par la famille de la femme. Donc ça veut dire que moi, je fais partie de la famille de ma mère. Mon père, il a quitté sa famille pour venir dans la famille de ma mère. D'accord. Les chefs de famille, c'est les femmes. Donc ma mère, c'est la fille aînée. Donc c'est la chef de notre famille. Moi, je suis la fille aînée de ma mère. Donc c'est moi la chef de famille. Donc mon père, les hommes, c'est des invités en fait dans les familles dans lesquelles ils se marient. Donc à partir de là, il a pas tant le droit à la parole que ça. Et c'est comme ça partout. Genre mon petit frère, il y a aussi un côté personnalité, mais mon petit frère, il se réfère à moi. Genre c'est moi c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui donne le dernier mot. Donc ça aussi, c'est encore plus particulier dans ma famille, mais même traditionnellement, c'est comme ça. Et mon père, c'est aussi parce qu'il sait la place que j'occupe. Donc il me donne encore plus de liberté. Et il me donne encore plus de liberté à ce niveau-là. Et par exemple, quand on rigole sur des trucs de terrain ou autre, parce que les hommes n'héritent pas,
Donc mon père, il va pas hériter, tout ce qu'il a, ça m'appartient. Donc si demain je dis je veux que ce soit comme ça, ça va être comme ça parce que il y a pas le droit, et si ma mère décide de divorcer, il va partir. Donc en vrai, dynamique totalement différente. Je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est très particulier. Pas en Afrique de l'Est, mais en tout cas aux Comores. Ouais. Où oui, pour le coup, ce qui fait qu'on a un rapport qui est très égal. Techniquement, l'homme qui a le plus d'autorité sur moi, c'est le frère de ma mère. C'est pas mon père. Donc de là, voilà. Mais non, mes parents, c'est mes potes. Trop cute. J'adore. Mais ouais, dans la culture algérienne, c'est un peu différent. Je dirais que traditionnellement, lors du mariage, c'est plutôt la femme qui va dans la famille du mari. Puis dépendamment des familles puis de leurs moyens, des fois la femme va habiter avec la famille du mari. Donc, tu sais, s'adapter à tout ça. Moi, mes parents, par exemple, ils sont venus ici dans la fin des années 90, comme beaucoup de personnes de la diaspora algérienne. Donc, la dynamique a changé parce que mes parents étaient ici seuls. Donc, même en élevant leurs enfants, ils l'ont fait de manière seule, sans la communauté autour. Donc, même l'influence, par exemple, des grands-parents, des oncles et des tantes qui habituellement auraient tous leur mot à dire ou comme seraient vraiment impliqués dans l'éducation des enfants, étaient pas trop là. J'ai eu la chance de pouvoir y aller souvent. Donc l'été, j'y allais en Algérie, puis j'en suis vraiment reconnaissante parce que ça m'a vraiment forgée. Mais ça, comme ça a eu un impact sur ma famille, clairement. Mais ouais, en grandissant, je pense que c'est sûr que, par exemple, quand tu parlais de la différence entre la mère et le père, je pense qu'on parle pas des mêmes choses. Tu sais, je vais me sentir ouverte à parler à mon père, mais pas toujours des mêmes trucs et de la même manière. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va connecter sur genre tout ce qui est comme aspect professionnel, par exemple, les études, on a beaucoup connecté là-dessus. Mes parents sont professeurs aussi, donc ils enseignent, donc on a beaucoup connecté sur les études. Mon père, le sport aussi, donc on connecte sur ça. Puis l'humour, la musique, genre, on va connecter sur ces trucs-là. Ma mère, ça va être différent. Des fois, on va parler de trucs plus personnels, puis je vais comme un peu comme toi, genre raconter un peu ma vie, mais genre ça c'est plus en grandissant aussi que comme on finit par connecter juste en tant que femme. Donc c'est quand même cool. Mais je pense que c'est ça, c'est cool d'avoir cette ouverture de leur parler. Ça a pas toujours été le cas. Et on se rend compte au final que sur quelques points, voire même des fois plusieurs, ils avaient raison en fait. Ouais, effectivement. Ils savaient concrètement ils ont vécu avant nous. Donc techniquement, they know. L'expérience. They know. Ouais. Est-ce que cette relation, cette ouverture de communication, vous l'avez aussi avec vos oncles et vos tantes? Parce que quand on part du principe que généralement dans les communautés africaines, on se fait élever, éduquer par vraiment la grande famille. En fait, au final, c'est pas juste le cocon familial, donc à savoir papa, maman, mais on a tonton, tata, et les tontons, tata aussi, qui ne sont pas forcément des sœurs directes de sang, admettons, qui ont cette liberté d'éducation sur nous aussi. Est-ce que vos moyens de communication, votre aisance de communication sont similaires en fait? C'est moi qui ouais. Moi oui, mais après c'est aussi parce que tout le monde en fait sait comment mon père est, et je suis je lui ressemble beaucoup. Donc quand il voit comment il est, il voit comment je suis, ils se disent, bon, c'est sa fille. Ouais, voilà. Donc ils essayent même pas de. Mais après, j'ai quand même été élevée par une famille qui et j'en suis extrêmement reconnaissante, d'avoir été élevée pas que par mes parents, mais par une communauté qui sont pas nécessairement celles de sang, qui sont aussi pas nécessairement de ma culture ou autre, parce que les quartiers populaires de France en général, on est un peu tout le monde est mélangé. La mixité sociale, ouais. Exactement. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été élevée par tout le monde, et ça c'est vraiment une chance. Mais oui, pour le coup, j'ai le même rapport avec tout le monde, mais je sais que et ça c'est aussi parce que j'ai grandi en France, mais si j'avais grandi aux Comores, je pense pas que j'aurais aussi pu être élevée de cette manière, ou que j'aurais pu aussi avoir le même lien, parce que pour la même raison que tout le monde se dit c'est la fille de son père, donc c'est pas grave, on calcule pas. Mais aux Comores ça serait pas passé. Je pense qu'on aurait dit c'est pas suffisant en fait, parce que là-bas on se dit aussi c'est une jeuvienne, en gros c'est les personnes qui viennent de la diaspora qui viennent et qui repartent. Comme je suis une jeuvienne, on se dit elle est aussi française, donc en vrai c'est même pas la peine c'est pas la peine d'essayer. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, mais ouais. Intéressant. Nous aussi, on a un terme immigré. On dit ça en Algérie pour les personnes qui viennent et qui repartent. Mais c'est intéressant parce que moi aussi, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, parce que techniquement,
n'ayant pas grandi en Algérie, j'ai pas eu ce lien hyper proche avec mes oncles et mes tantes. Je pense on garde la communication, puis c'est ma grande famille, mais je considère aussi qu'ayant grandi à Montréal, il y a la famille comme qu'on se crée, genre à travers les amis des parents ou les cousins qui finissent par venir, qui nous forgent aussi. Je dirais que la communication pour moi avec mes oncles et mes tantes est vraiment différente. Quand je les vois, on est vraiment content de se voir. Je veux dire, on profite des moments ensemble parce qu'il y en a pas tant que ça. Puis je suis un peu moins à l'aise aussi de parler comme ouvertement ou de parler de ma vie personnelle. Tu sais, je suis comme ok, ça va plus être pour mes parents, pour mes amis, mes cousins et cousines par exemple. Mais avec mes oncles et mes tantes, il y a un certain respect aussi qui s'instaure parce que comme il y a la distance qui s'est créée à travers les années, mais c'est aussi un respect comme bienveillant pour tout le monde. Puis ouais, genre je pense qu'il y a une certaine pudeur aussi des fois qu'on dit pas tout ou on sait à qui dire quoi. Exactement. Dans certains moments, donc on parle pas de la même manière à tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose qui s'instaure aussi dans la culture puis qui clash un peu par exemple avec la culture ici que j'ai remarqué. Après il y a tout ce qui est par exemple les trucs comme l'argent. Donc payer pour ses amis ou avoir, tu sais, sentir l'importance de payer puis de ça c'est tellement africain aussi. Ouais, c'est se battre au moment du paiement. Mais vraiment, c'est moi qui paye. Vraiment avoir l'envie de le faire. Puis moi je sens que je le fais toujours. Puis avec différents groupes d'amis c'est perçu comme différemment. Donc il y a des groupes d'amis qui vont l'accepter complètement puis qui vont dire merci. Puis il y en a d'autres qui vont se battre avec moi puis qu'on va ça va être cause et âme là, genre la carte de crédit à la fin brisée comme mais culturellement c'est des trucs qui sont différents puis je pense que la diaspora aussi porte ça. Tu sais que moi dans ma famille et surtout quand je rentre aux Comores où c'est compliqué parce que mes parents n'ont pas en fait ils m'ont pas appris ma langue maternelle ma langue maternelle parce qu'en fait ils voulaient pas me mélanger en rentrant à l'école etc. Ils voulaient être sûrs que je parle bien français blablabla. Sauf que en grandissant en fait des fois j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est inné, qu'être comorienne c'est quelque chose qui est inné. Alors que ça l'est pas et ça a mis du temps aussi. C'est un truc où pour le coup il y a une grosse différence où par exemple je vais aux Comores et on me parle, je dis je suis désolée, je comprends mais j'arrive pas à parler. Ils me disent mais c'est pas normal, t'es comorienne. Ok, mais si vous m'apprenez pas, je peux pas. Et après il y a aussi toutes les traditions qu'il peut y avoir et la société comorienne est extrêmement codifiée. Les traditions, etc., c'est très, très, très codifié. Et c'est pas des choses que moi, j'intègre. Et il y a eu aussi, que j'ai intégré plutôt. Et il y a eu aussi la question à un moment où, et encore, c'est là où j'ai de la chance d'avoir des parents ouverts voilà. Et surtout d'avoir un père qui, parce que je suis passionnée d'histoire et mon père est aussi passionné d'histoire. Et on a une histoire familiale qui est très riche et, encore une fois, de la chance parce que, sur plusieurs générations, je crois sur 8 générations, on s'est transmis nos histoires familiales d'où on vient, etc. Donc que mon père l'a transmis et c'est vrai qu'avec certains membres de la famille, quand je leur dis moi je me sens comorienne aujourd'hui parce que c'est comme ça que je connecte, c'est à travers l'histoire. C'est pas nécessairement en voulant faire le mariage traditionnel ou autre, c'est pas ça qui fait que je me sens comorienne, mais c'est de connecter avec mon histoire. Donc je suis comorienne et peut-être de manière différente et c'est légitime. Et même si je devrais apprendre ma langue, mais voilà. Et c'est vrai que c'est un truc que ce soit... Maintenant, mes parents s'en rendent compte parce qu'en plus, j'ai une petite sœur de 13 ans qui ont refait la même erreur. Donc, elle parle toujours pas. Mais ils se rendent compte aussi qu'en fait, faire partie de la communauté, c'est pas inné. Donc, pour eux, c'était facile parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils étaient entourés que par ça. Donc, c'est logique. Mais pour moi, j'ai littéralement été entourée par tout. Donc, et c'est quelque chose qui se passe de génération en génération de manière intentionnelle, en fait. Puis très souvent, quand on parle de parcours de génération ou intergénérationnel, il y a 2 termes sur lesquels j'aimerais qu'on se pose rapidement. C'est le concept d'intergénération et intergénérationnel. En tant que tel, je sais pas si vous connaissez la distinction entre les deux. Non? C'est pas grave, je vais vous la dire. Je vous explique. On va prendre. Alors, je prends mes notes, juste pour être sûre de pas dire n'importe quoi, c'est important. Le concept intergénérationnel s'apparente au concept finalement d'intergénération, mais c'est 2 choses qui sont distinctes en soi. Donc le concept d'intergénération, c'est que finalement c'est les générations qui se voisinent, qui se courtisent, qui se fréquentent, mais qui participent pas forcément à des échanges qui vont être directs en soi. Et le concept intergénérationnel ajoute en fait la dynamique des relations qui peuvent lier différentes générations entre elles. Donc de façon à apporter des éléments d'information, soit bien-être, faits historiques comme Nasma tu nous le mentionnais,
génération encore une fois en soi. Et pour moi, c'est quelque chose de très important dans la conversation qu'on a en ce moment, parce qu'on a commencé à parler de nos moyens de communication avec nos parents, en se focalisant également par la suite sur les dynamiques relationnelles qu'on a avec eux, les choses qu'ils nous ont apprises, les éléments qui c'est pas forcément dans les mains pour nous transmettre. Puis j'aimerais qu'on se pose maintenant sur les choses qu'ils nous ont transmises sans forcément s'en rendre compte, à savoir les traumas intergénérationnels. Aussi, c'est quelque chose dont on parle pas forcément assez souvent dans nos communautés. Pour ma part, c'est un terme qui m'a été vraiment inculqué ici au Canada. Vu qu'ici là, tout ce qui a trait à la santé mentale et consorts, c'est quelque chose de beaucoup moins tabou que dans nos communautés de manière générale. Et ça, pour ma part, je l'ai découvert et je l'ai appris quand je suis allée en thérapie. En fait, parce qu'à un moment de ma vie, je me suis dit bon, Jamila, les self-help books, ça, ils ont leurs limites. À un moment donné, vu le passé que tu as, t'as besoin de quelque chose d'un peu plus costaud. Plus fort, c'est ça. T'as besoin qu'il y ait quelqu'un qui te dise voici les outils qu'il te faut pour déconstruire les maisons que tu pensais solides en tant que telles et reconstruire finalement de nouvelles fondations. J'aimerais savoir finalement, est-ce que vous avez vous individuellement un rapport positif ou négatif à la thérapie, puis comment est-ce que finalement c'est perçu dans vos familles aussi? C'est une super bonne question. Je pense que déjà pour les traumas intergénérationnels qu'on peut avoir, je pense que des fois aussi on sait aborder dans les familles, mais juste on va pas utiliser ces termes-là. Mais j'avais eu une conversation par exemple avec ma mère où on parlait d'une malédiction dans la famille. Enfin, en vrai, c'est aussi ça. Enfin, il s'est passé un truc avec un ancêtre il y a longtemps et il y a toujours une personne, enfin, qui revit la même chose, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi des fois, on en parle, mais c'est juste, on n'utilise pas les mêmes termes. Mais après, pour ce qui est de la thérapie, je le dis à ma mère, mais bon, elle oublie à chaque fois. Mais je sais pas si parce qu'elle a pas envie d'en parler ou parce que quand tu dis que tu lui dis, c'est que tu lui dis que la thérapie existe et que non, ça je l'ai déjà dit. Enfin on a même réussi à un moment à faire un test, mais bon, elle a pas poussé. Ouais, non, pour elle, c'est déjà, c'est bon, c'est une fois, j'ai parlé, voilà, c'est bon. J'ai fait voilà. Elle a rigolé, c'est bon. Donc voilà, mais non, de fou. Enfin, c'est déjà, c'était bien, on a bien rigolé. Pour elle, en fait, c'est juste tu parles et c'est tout. Mais moi, je lui dis que j'y vais et surtout, je lui ai dit que si aujourd'hui j'ai la relation que j'ai aussi avec ma famille, c'est grâce à la thérapie que j'ai pu avoir les outils, j'ai pu trouver les stratégies, etc. pour qu'on puisse avoir une relation qui soit la plus saine possible. Et après, je leur dis aussi, c'est pas nécessairement juste parce que c'est moi qui ai fait le plus gros du travail. Mais tant mieux si ça bénéficie à tout le monde. Mais comme ça fait plaisir. Voilà. C'est sa fille aînée, hein. Mais je sais qu'à chaque fois que je dis à ma mère, il y a des fois, elle me dit oui, ou elle va me dire oui, je suis reconnaissante et vraiment c'est bien et je suis fière que t'aies fait tout ça. Et d'autres, elle va me dire je comprends pas de quoi tu me parles. Donc ça dépend de son mood. Mais avec ma mère, on a abordé le sujet de trauma intergénérationnel et juste de childhood trauma, parce on parle quand même assez ouvertement. Que ce soit moi et mon frère, de comment on a grandi, de ce qu'on a vécu, que ce soit avec nos parents, parce qu'on a aussi une petite sœur et on se sent responsable d'elle parce que j'ai 16 ans d'écart avec elle, donc c'est quasiment ma fille. On se sent responsable d'elle, donc on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour qu'elle vive pas la même chose, même si ça arrivera quoi qu'il arrive. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose qu'on arrive à en parler, mais oui, il y a, je pense qu'il y a aussi une limite où ça leur demande d'aller. Ils ont pas non plus l'espace et la capacité aussi pour aller au bout de ce travail. Ils ont d'autres problématiques. Ils ont aussi leur vécu et c'est ça. Je pense, je peux pas non plus ouvrir la boîte de Pandore pour eux. Je peux l'ouvrir pour moi, il y a pas de souci, mais je peux pas non plus l'ouvrir pour eux. Donc c'est aussi trouver cet équilibre pour ça. Il faut le vouloir aussi. C'est quelque chose, c'est un processus que tu peux pas forcer sur qui que ce soit. T'as vraiment envie de le vouloir et de le faire. Moi, je pense que ça dépend. Je pense que ma mère, mes deux parents sont dans le domaine de l'éducation, puis ma mère, avec le temps, elle a vraiment vu la pertinence de faire cette démarche-là. Puis il y a d'autres personnes de ma famille qui ont suivi des démarches de thérapie, puis ils se disent que ça les a vraiment aidés. Puis
je pense qu'avec le temps, en voyant l'impact que ça a, ça ouvre les yeux de certaines personnes. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans ma famille, comme notamment mon père, qui a posé plein de questions puis qui se demandent, malheureusement, je pense qu'il y a l'accessibilité aussi qui joue un rôle. Le fait que ça coûte très cher, le fait que ça prend du temps puis que on voit pas l'impact, par exemple, de manière instantanée. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se questionnent sur la pertinence puis les coûts puis le temps puis voilà. Donc, je pense que des fois, c'est difficile pour certaines personnes d'accepter aussi le fait que certaines personnes vont chercher de l'aide et se dire... l'aspect culturel, c'est est-ce que ton psy va comprendre? Parce que moi, ça a été un combat, hein. Trouver une personne qui va comprendre les spécificités de ma culture. C'est ça aussi. C'est pas trouver n'importe qui. C'est ça, faire du shopping pour sa personne thérapeute, là, c'est pas quelque chose de simple. Genre, absolument pas. Moi, pour ma part, quand je cherchais une personne thérapeute, je voulais tout le temps que ce soit une femme et qu'elle soit issue d'une minorité. Et qu'elle soit idéalement musulmane pour éviter de devoir à me traduire constamment et expliquer pourquoi la religion, admettons, est importante dans mon processus de réflexion, en fait. Et je dis musulmane en tant que telle, mais ça aurait pu être toute autre religion en tant que telle, juste que ce soit pas un concept pour elle, mais que ce soit un fait. Une réalité en tant que telle, à ne pas forcément décortiquer dans ma manière de voir le monde ou de penser ou quoi que ce soit. Après, ça devient un justificatif comme avec n'importe qui. Genre, oh mon Dieu, il faut que je t'explique quelque chose encore. C'est donc, ça. Au moins, avec cette personne qui va te comprendre, l'idée, c'est qu'elle te comprenne déjà un peu et que certaines subtilités. Ouais. Donc ça, c'est important. Je pense que, tu sais, en ayant parlé avec des amis ou des membres de ma famille qui ont fait de la thérapie, ils l'encouragent beaucoup. Puis malheureusement, j'ai l'impression que moi, quelque chose qui me retient, c'est l'accessibilité. C'est le fait que je sens... Des fois, je me sens pas légitime ou des fois, je me pose des questions sur... Est-ce que ça va vraiment mener à quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire par tu te sens pas légitime? De prendre cette place, de me dire que je vais me poser ces questions. Puis après, bien évidemment, quand je parle d'accessibilité, je parle de tout ce qui inclut ça, comme la santé mentale. Tu sais, je me concentre tellement sur ma santé physique en ce moment juste pour aller bien. Alors, parler de santé mentale, c'est comme un autre niveau. Puis j'ai l'impression qu'en étant entourée d'amis et de familles avec qui je peux parler, je me dis... Peut-être que ça serait pertinent de prendre une autre étape puis d'aller plus loin parce que je vois la pertinence que ça a sur d'autres membres de ma famille et je me dis que si certaines personnes en ont tellement besoin, ben c'est parce que clairement c'est un réel besoin puis c'est vrai que ça a un impact. Puis généralement ce sont aussi tes amis qui te font rendre compte que la thérapie c'est pertinent et c'est important aussi, tu vois. Moi je me rappelle pour ma part, j'étais sur le verge d'un burn-out, puis je le voyais pas. Au travail on le voyait pas non plus, puis c'est mes amis qui m'ont dit Jamila, là où tu t'en vas là c'est bizarre. Je pense que tu pourrais bénéficier d'une pause et tu as le droit de prendre une pause. Tu as le droit d'aller déposer un arrêt maladie. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qu'on réalise pas forcément quand on vient de communautés justement africaines. C'est le droit à la pause n'est pas forcément genre légitimé parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir vu nos parents se reposer non plus pour la plupart. Après, s'ils pouvaient. Aussi. Aussi. Et puis finalement, genre, tous les sacrifices qu'ils ont fait pour nous, comme tu mentionnais tout à l'heure, Nasma, c'est aussi à notre tour de débloquer justement un autre niveau qui peut-être à leurs yeux va pas forcément être valorisé en mode j'aimerais que mon enfant puisse continuer à travailler comme moi je l'ai fait. Mais peut-être que notre nouvelle génération en tant que telle est une génération qui va venir finalement briser certains des traumas sans pour autant tous les briser parce que des fois les boîtes de Pandore de nos familles sont tellement grandes regorgent de c'est sans fin, il y aura des nouvelles sources. Voilà. Mais je trouve que la beauté du concept intergénérationnel, c'est qu'on peut on peut parler du moins des traumas intergénérationnels, mais on peut aussi penser aux bénédictions intergénérationnelles aussi, aux generational curse breakers. Je l'ai pas en français, je suis désolée. Aussi. Puis je pense qu'on a un beau poids à jouer, nous qui avons peut-être un tout petit peu plus d'espace mental que nos parents. Aussi. Parce que je me rappelle quand j'étais allée en thérapie pour la première fois et que j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit mais pourquoi tu me payes pas moi? Je reviens, moi, tu vois, viens, tu me payes, parle-moi. Dans ma tête, j'étais en mode, si tu savais, je parlais à ma thérapeute. C'est pas une conversation, mais je peux pas, si tu savais, vas pas être contente. Que de base, tu vas pas être contente, donc, tu es le sujet principal. Non,
Maman, je t'aime. C'est trop cute. Moi, ma mère, elle m'encourage à y aller. Je pense qu'il y a d'autres, cool. je pense qu'il y a des personnes qui l'ont fait dans la famille puis que ça a été super bien accueilli puis d'autres où est-ce que ça a été moins bien accueilli. Donc, Aussi. Malheureusement, c'est ça qui est difficile, c'est de pas pouvoir en parler. C'est pas très bien vu. C'est encore un sujet tabou, comme on a l'impression, tu sais, des fois dans certains milieux, on en parle de manière ouverte puis c'est cool. Mais que c'est difficile d'en parler pour de vrai. Puis et après, on va se questionner même sur pourquoi t'en fais ou ça coûte hyper cher ou toutes ces questions. Donc c'est bien d'avoir cet espace pour en parler puis d'être encouragé aussi parce que t'as dit si une personne est le sujet principal de ce que tu sais, il faut trouver les personnes à qui en parler. Juste maman pour préciser, je t'assure j'ai d'autres sujets au cas où tu n'es pas le seul. We love you all so much. We love y'all. Beaucoup bizarre. On vous aime trop. Vraiment. Et pour préciser, enfin pour rajouter un autre point sur ce que tu mentionnais tout de suite, Néla, je pense que pour faire des ponts aussi, même si on n'a pas forcément une grande facilité à parler ou à connecter avec des personnes justement québécoises de souche ou quoi que ce soit, c'est ce qui est revenu du moins dans les précédents épisodes de podcast qu'on avait fait. Je pense que pour ma part, je sais que parler de thérapie à des personnes non africaines, c'est quelque chose qui a facilité mon parcours thérapeutique. J'en parlais pas forcément des sujets que j'abordais parce que c'est là où justement la discorde pouvait apparaître en tant que telle, mais vraiment juste comment dire, la démocratisation en fait tout simplement du concept de thérapie. Dire que c'est ok, dire qu'on peut le faire, dire que ce n'est pas censé être tabou et que c'est quelque chose qui outille énormément et accompagne quelqu'un dans son cheminement personnel, tu vois. Et qu'on parle pas des mêmes choses. Je veux dire, la thérapie, c'est personnel. Toi et Nazma, oui, d'accord, vous êtes deux femmes d'origine africaine, mais est-ce que vous allez parler des mêmes trucs? Non, comme clairement, chacun son expérience. Donc même d'en parler plus avec des personnes québécoises, par exemple, même eux vont avoir leur propre boîte familiale à ressortir et leur propre trauma. Donc, tu sais, chacun trouve ses moments pour en parler et leurs personnes à qui en parler aussi. Moi, c'était pour rebondir sur un point que tu avais dit tout à l'heure, surtout par rapport à la transmission, parce que tu as parlé de langue d'origine, puis je trouve ça super intéressant comme sujet, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Quand je rencontre des gens de la diaspora, on en parle de manière mais constante. Puis moi, par exemple, je suis d'origine algérienne, mais je suis aussi kabyle. Et j'ai appris seulement une des deux langues d'origine. Donc, je parle arabe algérien, mais je parle pas kabyle. Et je le comprends pas vraiment. Et j'ai un côté de ma famille qui parle vraiment kabyle et tout. Et par exemple, ma grand-mère paternelle le parle et le comprend. Et moi, j'ai vraiment de la difficulté à communiquer avec elle. Donc, j'ai l'impression que ça crée une petite... pas un froid, il y a une barrière qui se crée. Et je trouve ça plutôt difficile. Donc, je me considère hyper chanceuse de pouvoir parler arabe algérien, puis même avec ma famille en Algérie, mes parents, mes frères et sœurs, puis ma communauté en général. Quand je vais à des événements, je trouve que c'est un lien qui me connecte à ma culture et j'apprécie que mes parents l'ont transmis parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été transmis à travers les générations, puis il y a d'autres choses qui continuent à se faire transmettre, comme des fois les langues, les traditions, les habits, les trucs culturels. Mais je trouve que ce manquement quand j'étais jeune, et même maintenant, des fois j'en parle encore à mes parents et à mes amis, je trouve ça désolant, par exemple, que ma langue d'origine, genre ma vraie langue maternelle, par exemple, je la parle pas et je la comprends pas. Puis je trouve que en grandissant, c'est un chemin que plein de gens font maintenant, de l'apprendre. Il y a des gens qui ont des tuteurs, des tutrices pour il y a apprendre des cours de langue africaine aussi, tu sais, qui existent aussi au Canada en tant que tel. Mais plein, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui font ce petit chemin comme vers leurs origines, puis ils se disent que c'est important d'avancer là-dessus, puis ça peut être sur d'autres trucs que la langue maternelle, mais tu sais, des fois, il y a des personnes que je rencontre qui sont jamais allées à leur pays d'origine, puis moi, je pense qu'en grandissant, en étant y allé, ils encouragent full à y aller. Tu sais, je leur dis tout le temps, je suis comme, t'es d'origine, je sais pas, moi, n'importe quoi, la camerounaise, tunisienne, je leur dis, mais vas-y, moi, je veux venir chez toi, comme, tu sais, je leur dis, vas-y, après, j'arrive. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est moi quand je vois Jamila à Abidjan. Je suis comme, moi, je veux y aller. Donc, tu sais, j'encourage toujours les gens à y aller. Je pense que comme, même au-delà de connecter à travers juste le fait d'y être, c'est comme, culturellement, ça peut être enrichissant pour toi. Puis, c'est pas pour se retrouver, là. Je pense pas que ça peut être spirituellement comme ça, mais je pense que c'est pertinent pour n'importe qui d'avoir ce cheminement. Ouais, non, c'est sûr, parce que, même si la langue, elle est pas nécessairement transmise, mais aussi dans ce que, par exemple, je vois ce que mes parents m'ont transmis et je suis pas allée aux Comores énormément. La dernière fois plutôt en tant qu'enfant que j'y suis allée, j'avais 10 ans. Puis après, à 26, j'ai fait le choix d'y retourner. Je devais aller avec mon père, il a pas pu. J'ai quand même décidé d'aller toute seule, malgré eux. Et c'était, pendant du coup les 16 ans plutôt où je suis pas allée.
mes parents continuaient quand même de me parler des Comores. Je continuais à avoir, parce qu'en plus maintenant on a de la chance, on a WhatsApp, etc. Donc je peux leur parler, alors qu'avant c'est les cartes téléphoniques. Les cartes, c'est ça que j'avais dit. Donc voilà, ça coûtait cher. Et je voyais. Enfin, tout ça pour moi c'était un écran, tout ça pour moi c'était loin. Et puis je savais en fait, par exemple, ce que mes parents faisaient, où ils allaient, ils me racontaient leurs histoires, etc. Donc c'est des trucs qui m'ont transmis, mais que il y a quand même cette barrière parce que j'ai pas pu y aller parce que je connaissais pas. Donc je pense que il y a il y a quand même cette transmission. Enfin, la transmission elle est pas peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être qu'elle est pas complètement terminée parfois jusqu'à ce que tu y ailles. Mais oui, et je te rejoins aussi sur le fait de pas pouvoir parler sa langue, ça limite beaucoup parce que et je le vois, il y a les aînés qui malheureusement, c'est le cercle de la vie, mais qui commencent à partir. Et puis je vois aussi qu'il y a plein de choses parce que mondialisation, etc. Donc les cultures aussi en ce moment en Afrique, elles sont aussi beaucoup en train de changer. Et quand la dernière fois que j'y suis allée ou que je posais des questions à mes grands-parents, parce que tous les vieux sont mes grands-parents, que je leur posais des questions, ils me disaient que il y a des trucs qu'ils reconnaissent plus, il y a des traditions qui ont disparu, il y a des manières de faire qui ont complètement changé. Et le fait que je ne puisse pas leur parler, c'est des trucs auxquels ça veut dire j'ai plus accès. Donc même ma culture, ce que mes parents connaissaient, ce que mes grands-parents connaissaient, enfin ma culture en fait, elle est en train de changer. Et il y a une barrière qui s'installe parce que je peux même pas y avoir accès au-delà du fait que je suis plus non plus dedans. Mais et je pense aussi pour revenir au sujet des parents, où je sais que c'est aussi quelque chose de compliqué de voir que t'as beau vouloir que tes enfants soient de ta culture, mais malheureusement oui, peut-être ils vont prendre le meilleur du pays dans lequel ils sont, mais il y a aussi des choses qu'ils perdent ou qu'ils vont pas comprendre ou parce qu'on peut pas tout intégrer. Donc non, c'est sûr. D'où l'importance de l'histoire, de la connaître, l'histoire aussi. Quand on a parlé tout à l'heure, j'étais comme c'est hyper important de l'apprendre. On l'apprend pas à l'école, Je veux dire, moi, ici, à l'école, j'ai pas appris l'histoire de l'Afrique en général. Je veux dire, vraiment, plus tard. On l'a appris sur notre temps. Exactement. Grâce à YouTube University et TikTok University et qu'on sort. En fait, mais tu parlais justement des enfants de Nasmat, puis c'était ma question de fin quelque part, vu qu'on parle de transmission. Comment est-ce que justement on envisage d'aborder tous ces sujets-là avec nos enfants, si on a envie d'en avoir déjà, des conversations plus honnêtes, des outils de communication peut-être un peu plus ouverts. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre les choses qu'on a dans nos mains, puis peut-être les choses qu'on n'a pas forcément encore, mais qu'on souhaiterait transmettre? Moi, je le vois avec ma petite sœur, parce que c'est quasiment ma fille. Où, au final, je suis juste très ouverte avec elle. Enfin, après, c'est peut-être aussi particulier parce que c'est pas ma fille. Ça reste ma petite sœur. Mais, c'est juste, être très honnête. Je sais que, pour l'instant, elle est aussi un peu moins intéressée. Comme tu le disais, c'est le moment où elle se construit. Donc, ça se construit aussi beaucoup en opposition à sa famille. Mais, c'est juste être honnête en lui disant écoute, moi je sais pas parler et c'est pas normal et écoute, il y a ça qui se fait mais je comprends pas trop, mais écoute, c'est comme ça et ça c'est important et puis voilà. Mais je pense que en tout cas là, le cheminement dans lequel je suis, c'est d'essayer d'en apprendre le plus possible et d'être comorienne aussi à ma manière, parce que je pense que ce soit dans ma communauté ou dans toutes les autres, on a l'impression que faire partie de cette communauté, ça veut dire être comme ça. C'est on t'accole cette phase ton identité, ça doit être comme ça et pas autrement. Moi, c'est pas le cas. Je sais que je suis comorienne à ma manière. J'ai pas l'intention de changer. Donc, ce que j'aimerais transmettre, que ce soit à ma petite sœur ou même tous les petits qu'il y a dans ma famille ou autres, c'est aussi d'apprendre peut-être à eux d'être comoriens à leur manière. Et c'est pas parce que on dévie d'une manière ou d'une autre que. Je repense à une phrase où la dernière fois où j'y étais, où c'était pendant le Covid en plus, mais je voulais aller à la plage, sauf que la plage, en fait, elle est accessible que aux gens de la ville, parce qu'on n'était pas censé, se déplacer. Et j'avais demandé à un moment, j'ai dit oui, mais je veux y aller, mais imagine après ils vont me dire mais non, toi t'as pas le droit d'y aller parce que comment ils peuvent, je lui ai dit mais comment ils peuvent savoir que je suis d'ici? Ça fait 15 ans que je suis pas là, même si j'ai la tête de ma grand-mère, donc tout le monde sait que je suis de là. Mais je lui ai dit mais comment ils peuvent savoir? Et après il m'a dit mais Nasma, en fait personne peut te l'enlever. T'es comorienne. T'es de Mitsamiouli, t'es de Mirereni. Personne ne peut te l'enlever. Donc, tu te promènes où tu veux, tu vas où tu veux, tu dis ce que tu veux, personne ne peut te l'enlever. Et franchement, cette phrase, elle m'a quand même accompagnée parce que de tous les cas, peu importe la manière dont je me comporte, peu importe ce que je fais, on peut pas me l'enlever. Et j'aimerais que
les enfants autour de moi, eux aussi aient cette conviction que dans tous les cas, il y a une part qui est pas innée, mais en fait, c'est en toi, on peut pas te l'enlever. Au final. C'est ça. Ouais. Donc, ouais. Oh, c'est des beaux mots ce matin. Waouh, j'aime trop. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Comme j'ai aimé ce que tu as dit, comment rien à ma manière. Je suis tellement d'accord avec ça. Moi aussi, je trouve que on se crée, on s'est développé comme Algérienne à ma manière. Puis c'est ce que j'espère transmettre. Moi aussi, j'ai une plus jeune sœur, mais plus tard, à des plus jeunes encore, j'ose espérer que comme ça va être fait de manière bienveillante, avec comme l'amour et le respect pour la culture qu'on a toujours, puis qu'on va continuer à transmettre ce qu'on souhaite transmettre, ce que nous on considère qui est le plus important, que ça soit tradition, culture, langue, juste l'histoire aussi, le fait de le savoir. Je pense que il y a beaucoup de questionnements, c'est des jeunes personnes des fois ont des questionnements sur d'où ils viennent parce qu'ils ne connaissent peut-être pas leur histoire, mais le fait de le savoir, d'où tu viens, puis d'avoir c'est pas le privilège que tout le monde a, mais le fait d'avoir cette intergénérationnalité, le fait de faire ça de manière intergénérationnelle, donc d'avoir les personnes plus aînées qui aident, qui soutiennent élever les enfants de manière plus globale. Donc je pense que ça c'est hyper important. Puis je pense que aussi dans notre construction de nous, ça se fait à travers du regard des autres, donc de comprendre l'environnement dans lequel on grandit, parce que un enfant qui grandit au Canada ou un enfant qui grandit en France ou dans son pays d'origine, ça va être hyper différent, mais avec l'amour et la transmission de ses parents, ça peut vraiment être bénéfique. Fait que Love that. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, mesdames, d'avoir partagé vos histoires, vos vérités. Merci à vous, personnes qui nous avez écoutés, d'avoir été présentes lors de ces 6 épisodes. J'espère que vous avez apprécié tous les échanges que nous avons eus, qui étaient rythmés de vérité, d'honnêteté, avec une petite dose, pourquoi même quelque part même une grande dose d'humour pour quelques épisodes, je dirais, en tant que tel. J'espère que vous avez autant rigolé que nous et que vous avez autant, certainement aussi pour quelques personnes d'entre vous, appris autant que nous. Donc merci encore une fois à toutes les membres de l'équipe qui ont participé à ce podcast, à cette nouvelle saison de Saya Feels. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, pour ma part. C'était un moment de partage excellent, hyper pertinent, dans lequel est-ce que j'ai énormément appris. Puis j'espère encore une fois que vous aussi. Ceci étant dit, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison, peut-être, de Saya Feels.